convention Ah oui, ça marche, oui. Industrielle mais socio-économique de formation par la recherche en entreprise, oui, au sens large du mot entreprise. Et précisément, vous l'avez compris, notre propos dans cet atelier est de voir en quoi et comment et à quelles conditions le dispositif CIFRE, qui existe depuis une trentaine d'années, est un dispositif qui peut être opportun, qui peut être une ressource, y compris financière, pour les acteurs du tiers-état de la recherche. Hein, on est bien dans cet esprit-là, c'est bien la raison d'être de cet atelier, et d'avoir, alors d'une part, et je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Giat, qui est le responsable, directeur du service des subventions CIFRE à l'ANRT, qui est la structure associative qui gère, pour le compte du ministère de la Recherche, pour le compte de l'État, qui gère le dispositif des subventions CIFRE. Hein, ANRT, Association nationale recherche technologie, qui est gestionnaire de ces subventions. Et ensuite, je passerai la parole à M. Thor de la coopérative BL Évolution, qui pourra illustrer la manière dont d'ores et déjà, et je crois que c'est ça l'état d'esprit de notre atelier, d'ores et déjà, un certain nombre de choses ont lieu au titre de subventions CIFRE à des acteurs du tiers-état de la recherche. Je crois que l'objet de notre atelier, c'est d'une part de prendre connaissance de ces activités, de ces opportunités, et puis de voir quelles sont les conditions pour une généralisation, hein, une montée en puissance des acteurs du tiers-état de la recherche dans le cadre de ce dispositif, qui est quelque chose de très très important pour beaucoup d'entreprises traditionnelles et qui devrait l'être tout autant pour les acteurs du tiers-état de la recherche. Voilà. Et quitte d'ailleurs éventuellement à avoir quelques idées ou propositions de mécanismes ou de réformes pour faciliter, hein, cette extension, cette généralisation du dispositif CIFRE au bénéfice des acteurs du tiers-état de la recherche. Alors je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Pascal Giat, donc de la NRT, directeur du service des subventions CIFRE. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis absolument ravi d'être ici pour partager cet atelier avec vous. Et merci à l'organisation de nous permettre de vous parler des CIFRE, au-delà de l'image que les CIFRE peuvent véhiculer au sein de la société. Donc les CIFRE, donc Convention industrielle de formation par la recherche, est un dispositif qui a été créé en 81. Donc il y a maintenant plus de 36 ans d'existence, et il se trouve que depuis la création des CIFRE, l'ANRT en est le gestionnaire et l'appareil de promotion. Il y a eu une progression, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, depuis la création du nombre d'allocations allouées aux structures économiques. En quelques chiffres, il y a eu un doublement du nombre d'allocations depuis 2000. Donc entre 2000 et 2016, on est passé de 700 dossiers acceptés à 1400 dossiers acceptés l'année dernière. Enfin 1377 dossiers acceptés. Donc l'ANRT, en quelques mots, est donc l'Association nationale de la recherche et de la technologie. C'est une association 100% privée et qui a plusieurs types d'activités d'information auprès de ses adhérents en termes de recherche, en termes d'innovation. C'est un véhicule aussi de mise en relation d'un certain nombre d'acteurs de la recherche en France. Et il y a aussi un volet européen. Donc on est aussi très à l'écoute des directives européennes et on sert de relais auprès des adhérents. Et la troisième entité, c'est le département des CIFRE. Donc l'argent est versé par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui transite par l'ANRT, et l'ANRT étant l'entité gestionnaire de tous les dossiers. Donc nous recevons, je vais vous parler des statistiques 2016. Donc en 2016, on a reçu 1621 demandes
On en a accepté 1377, très précisément, ce qui fait un taux d'acceptation de 85%. Donc c'est un taux très élevé d'acceptation qui est dû à la qualité des dossiers que nous recevons. Et on en parlait un petit peu auparavant, il y a effectivement une présélection naturelle qui est faite par les structures socio-économiques qui déposent le dossier. Voilà pour ce qui est du volume de chiffres rencontrés l'année dernière et acceptés l'année dernière. Donc ces dossiers sont déposés par la structure socio-économique. Alors pendant longtemps c'était l'industriel, maintenant on parle de structure socio-économique. Pourquoi? C'est parce que la CIFRE est ouverte à toute structure. Il y a quelques conditions de restriction, mais c'est vraiment ouverte à toute structure. Vous avez, notamment depuis une dizaine d'années, depuis 2006, il y a eu une ouverture au monde SHS. Et là, on est vraiment au cœur du sujet aujourd'hui, au monde associatif et aussi au domaine d'éducation qui constitue les sciences humaines et sociales. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Une CIFRE, c'est une allocation qui est versée à une structure socio-économique, encore une fois, qui peut être un industriel, un grand groupe, une PME, un ETI, une entreprise de taille intermédiaire, une association, une communauté territoriale, une mairie, un musée, une association, une agence de développement. C'est extrêmement varié. On a une diversité des structures socio-économiques extrêmement large. Donc, une fois que le dossier est déposé par sa structure économique, le dépôt consistant en déposer le CV du candidat, qui va être le doctorant. Oui, je vais dire qu'une CIFRE, c'est placer un doctorant au cœur d'une structure économique, en partenariat avec un laboratoire académique. Donc, dans une CIFRE, vous avez 3 acteurs. Vous avez le doctorant, 4 acteurs. Le doctorant, la structure sociale et socio-économique qui va supporter la CIFRE, qui va embaucher le doctorant, avec un salaire, un CDD. C'est un CDD de 3 ans, par dérogation du droit du travail. Et vous avez un laboratoire académique, parce que une CIFRE, c'est quand même amener un doctorant à son doctorat, amener à soutenir. Donc vous avez bien évidemment un laboratoire académique qui est partenaire de ce triptyque. Et puis le 4e, c'est quand même l'école doctorale, puisque un doctorat, c'est de la recherche, mais c'est aussi une formation au niveau de l'enseignement supérieur. Donc une fois qu'on a réuni, voilà, comme certains interlocuteurs ici, une fois qu'on a réuni ces différents acteurs, c'est la structure socio-économique qui va déposer le dossier en ligne auprès du site de l'ANRT. On a dématérialisé, les dossiers ne sont pas envoyés en papier, sont vraiment déposés en ligne. Et pourquoi c'est la structure socio-économique qui dépose? C'est parce que c'est elle qui va bénéficier de la subvention. C'est elle qui va recevoir une somme d'argent tous les ans. Alors elle est versée par trimestre échu, avec émission d'une facture. Donc une facture est envoyée par l'association, par l'agence de développement, par la mairie, par le musée, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et cette facture est envoyée à la mairie à la fin du trimestre. Et nous versons un quart de 14 000 €, qui est le montant de la subvention annuelle. Donc la CIFRE dure 3 ans. Donc la structure reçoit 14 000 € x 3, 42 000 €. Ça, c'est l'argent. Et il n'y a aucune notion de TVA, hors TVA, brut, fixe. C'est pour ça que c'est important que c'est une subvention. C'est vraiment de l'argent qui est donné intégralement à l'entreprise. Évidemment, en échange de quoi l'entreprise s'engage à embaucher le doctorant pendant 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est la durée à peu près qu'on estime nécessaire pour arriver à la terme d'une thèse de doctorat. Voilà comment ça fonctionne. Donc, lorsque l'entreprise ou la structure dépose le dossier en ligne, il y a un certain nombre de documents à déposer. Vous avez le CV du candidat. Le candidat doit être de niveau master ou de grade équivalent master, c'est-à-dire provenant d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce ou d'un diplômé d'une école à l'étranger. Je reviendrai sur le volet étranger un petit peu après. Donc vous déposez le CV, les notes. On est très attentif aux notes du candidat, notamment aux notes de stage, puisque le stage, c'est un premier pas vers le monde de la recherche. Donc les notes du stage sont extrêmement importantes. Les notes de l'avant-dernier semestre du master, parce que le dernier semestre, c'est compliqué de l'avoir, d'autant que les CIFRE sont déposés toute l'année. On a un flux de dépôt toute l'année. Vous déposez 365 jours par an, parce que c'est dématérialisé. Et il n'y a pas de moment privilégié imposé pendant l'année. Donc vous déposez cela. Vous déposez également 3 lettres. Une lettre d'engagement de la structure qui dit « Je m'engage à embaucher
sur 3 ans pendant un CDI, ou bien un CDI, pardon, ou un CDD. Mais ça peut être un CDI, on a à peu près 25% de CDI. Donc la lettre d'engagement à condition d'obtenir l'allocation, la subvention CIFRE, évidemment. Vous avez une lettre de l'école doctorale qui certifie que l'étudiant a obtenu un niveau équivalent pour pouvoir s'inscrire en thèse sous couvert d'obtention de son master. Et enfin la lettre du laboratoire académique d'accueil qui dit « Je certifie, moi, directeur du laboratoire Intel, accueillir en mon sein telle personne pour tel projet de recherche avec tel directeur de thèse. » Un directeur de thèse, c'est très important. L'entreprise doit aussi spécifier le tuteur en entreprise, puisque vous avez une formation qui est à la fois dans l'entreprise ou dans la structure et au laboratoire. Donc il est important de bien identifier la personne qui va encadrer le doctorant dans la structure socio-économique. Cet encadrant n'est pas nécessairement habilité à diriger des travaux de recherche. Il peut très bien ne pas être lui-même docteur. Il peut être ingénieur, il peut être technicien supérieur, du moment qu'il montre une capacité à encadrer le doctorant en vertu du sujet qui est en jeu. Voilà, donc ces 3 lettres, le CV, et puis bien évidemment, le plus important, le sujet détaillé. Donc on attend, le sujet détaillé, ça veut dire entre minimum 1 page et demie, 2 pages, et puis on a des sujets qui sont traités en 20 pages. Le sujet étant d'écrire le pourquoi, le comment, et puis aussi la chronologie projetée du travail de recherche. Voilà ce qu'on attend. Tous ces éléments sont déposés en ligne. Nous, à NRT, notre interlocuteur, c'est un administrateur de la structure socio-économique. On ne traite pas avec l'étudiant, on ne traite pas avec le laboratoire, sauf cas exceptionnel, on ne traite qu'avec la structure socio-économique. Pourquoi? C'est parce qu'on a plus de 1600 demandes par an. Donc vous imaginez bien que si on avait 3 interlocuteurs par dossier, on va exploser le nombre de messages, en sachant qu'il y a des allers-retours par mail pour un dossier donné. Il est assez rare que le dossier en ligne soit déposé et soit complet. Il manque un sujet qui n'est pas assez complet, il manque les notes, très souvent. Voilà. On n'a pas besoin de l'attestation de réussite du master pour déposer le dossier. On n'a pas besoin de l'attestation de réussite du master pour accepter la CIFRE. En revanche, elle ne peut devenir effective, c'est-à-dire on ne peut procéder au versement de la subvention à l'entreprise que si le doctorant est de grade master. Donc il faut qu'on a besoin de l'attestation de diplôme pour pouvoir démarrer la CIFRE. Mais elle peut être acceptée sous condition que le candidat obtienne son master. C'est important de préciser tout ça parce que ça veut dire que vous pouvez déposer vraiment toute l'année. Vous n'êtes pas obligé de déposer une demande après l'obtention du diplôme. Et on vous encourage à le faire très en amont. Ce qui vous permet de vous préparer. Vous avez identifié un doctorant parce que vous l'avez en stage de master, ou vous le connaissez par ailleurs, ou le laboratoire vous propose un partenariat de recherche avec un candidat possible. Vous pouvez identifier ce candidat très en amont et déposer le dossier très en amont. On a des dossiers déposés, on a presque autant de dossiers en janvier, février, mars qu'en juin où il y a un pic de dépôt et en septembre, octobre où il y a aussi énormément de dépôts. Alors, très bon point. En termes de validation, encore une fois, chaque dossier est observé. Le dossier, il s'accompagne de 2 expertises. Il y a une expertise socio-économique qui est diligentée par la D2RT, la direction régionale de la recherche et de la technologie, qui sont des entités d'État, qui vont auditionner, entre guillemets, la structure pour s'assurer qu'elle soit suffisamment solide financièrement pour supporter le salaire pendant 3 ans, et aussi qu'il y ait un encadrement suffisant en termes de tuteurs pour pouvoir justifier d'un travail de thèse. Donc il y a un avis qui est A+, A, B ou C. A+, c'est très bien, A, c'est bien, B, c'est avec quelques réserves, et C, c'est plutôt refusé, enfin, plutôt négatif. Parallèlement à ça, on a également un avis d'expertise scientifique. Et là, on travaille avec l'annuaire de la recherche de l'enseignement supérieur, qui est un annuaire qui nous donne accès à peu près 5 à 6 000 chercheurs en France, académiques, à qui on va demander de faire une expertise du dossier, où l'expert va revoir le sujet, d'où l'importance d'avoir un sujet extrêmement détaillé, le sujet, le candidat, l'entreprise,
Est-ce que l'entreprise est en bonne conformité avec le sujet? Est-ce que c'est dans les perspectives de stratégie, de développement de l'entreprise, ou par rapport à la thématique de l'entreprise ou de l'association? Et puis enfin, le quatrième point, c'est d'expertiser le laboratoire. Voilà. Une note sur 5 pour chacun de ces points. On a au total une note sur 20. Puis on nous rend un dossier qui fait 3-4 pages, qui correspond à cette analyse-là. Et on s'appuie sur cette analyse, donc les deux, l'analyse socio-économique qui est plutôt financière et tutoriale, et l'analyse scientifique de l'expertise. Une fois qu'on a tous ces éléments, le dossier passe en comité d'évaluation et de suivi. Alors ce comité, il se réunit une fois par an. Nous sommes 4, 2 de la NRT. Il y a l'adjoint du service et moi-même, et 2 personnes, une personne du ministère de la Recherche et une personne du ministère de l'Enseignement supérieur. Enfin, c'est le même ministère, mais il y a deux directions distinctes. Pourquoi? Parce qu'on veut valoriser la partie enseignement supérieur et aussi la partie recherche. On veut s'assurer qu'on est bien dans la bonne thématique. Donc nous sommes 4, on se réunit une fois par mois, tous les mois. Une fois par mois, justement. Vous avez dit une fois par an, c'est une fois par mois. Une fois par mois. Une fois par mois, donc 11 fois par an. Une fois par mois, 11 fois par an. Et il y a le mois d'août où sauf le mois d'août, pour des raisons que vous imaginez, on fait une pause au mois d'août. Ce qui veut dire qu'en septembre, ce sont des CES, des comités très chargés. On a entre 120 et 180 dossiers par comité à revoir. Donc, tous les dossiers qui sont notés A+, en expertise scientifique, on ne les regarde pas. Parce qu'on fait confiance à l'expertise scientifique. Alors, on peut avoir un dossier qui est A+, d'un point de vue scientifique, mais qui est avec réserve sur la partie économique. Par exemple, sur une très petite structure, la D2RT peut nous alerter sur des finances un peu légères. Donc, ou bien il y a un encadrement qui n'est pas forcément adapté. Donc, dans ce cas-là, si on a un A+, pour la partie scientifique et qu'on a B sur la partie socio-économique, là, on va regarder. On va interroger, on va regarder, on va plus éplucher, entre guillemets, l'encadrement. Et puis au final, c'est un pari, hein. On fait un pari sur l'avenir aussi. C'est un tout. On regarde un tout. On regarde la motivation, on regarde avec attention la lettre de l'école doctorale. On a des lettres d'école doctorale extrêmement fournies, extrêmement appuyées. On nous dit par exemple que ok, les notes sont pas très bonnes, mais l'étudiant, il n'a pas de moyens, il a dû travailler en parallèle, donc il a fait un peu l'impasse sur certains sujets qui étaient en dehors de sa problématique. Il y a eu une maladie importante, il y a eu des problèmes familiaux. Tout ça, on peut être alerté de ces éléments-là, et évidemment, jusqu'à une certaine mesure, on peut en tenir compte. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Donc on revoit donc tous les dossiers. Sur la totalité des dossiers qui passent par comité, on en regarde effectivement un par un, et on peut passer un quart d'heure par dossier, parfois, ça peut arriver. On regarde à peu près un gros tiers, voire une moitié, très en détail, à chaque comité. Un comité, ça commence à 9h, ça finit parfois à 18h, parfois plus tard. Ça dure une journée à peu près. Ensuite, je vais peut-être revenir prendre un peu plus d'envol pour vous parler de les différentes structures qui supportent des chiffres. Donc je vais m'appuyer sur les chiffres de 2016, donc 1377 allocations, subventions versées, acceptées, parce qu'on a des dossiers qui s'annulent. Nouvelles, hein, oui, nouvelles. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que si on regarde l'intégralité des doctorants dont l'entreprise bénéficie d'une subvention CIFRE, on a 4200 dossiers actuellement en cours. Ça, c'est les dossiers en cours. Une CIFRE dure 3 ans. Donc on a un renouvellement du tiers naturel par an. Donc on a à peu près 1400 nouvelles CIFRE par an. Parce qu'on en a 1400 qui arrivent à échéance. D'accord ? Donc c'est pas au 31 décembre que les 1400 s'arrêtent, puisque les dépôts sont faits toute l'année. Donc c'est au fil de l'eau, on a en moyenne sur une année 1400 dossiers qui s'arrêtent et donc 1400 nouvelles CIFRE qui démarrent. Sur les 1400, c'est l'enveloppe budgétaire du ministère qui nous est allouée. Qui vous est allouée, hein, parce que nous on est un intermédiaire en fait. Hein. Sur ces 1377 acceptés l'année dernière, on a à peu près 600 CIFRE qui ont été alloués à des très grandes structures. Quand je dis très grandes structures, c'est plus de 5000 employés. Donc on est vraiment dans des groupes. On a l'essentiel du CAC 40 par exemple qui prennent des CIFRE. Des très grands groupes que vous pouvez imaginer, dont on parle dans la presse, ils ont entre 100 et 150 CIFRE en cours.
Donc il y a des départements CIFRE entiers dans des très grands groupes. Ça fait en gros 40%. Et quand je dis grands groupes, c'est des grands groupes privés, mais on a aussi la SNCF, la RATP, bon, qui est privée, mais la SNCF, la mairie de Paris, on a des agglomérations, on a vraiment des structures très variées dans les grands groupes. Ensuite, on a les entreprises de taille intermédiaire. Là, ça correspond l'année dernière à 175 dossiers acceptés. Les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, c'est entre 250 employés et 5000 employés. Alors, on peut s'étonner du fait qu'il n'y ait pas énormément de chiffres alloués, mais c'est vraiment culturel. Une ETI, c'est une structure qui est souvent d'organisation familiale, et il est souvent un peu difficile d'imaginer un doctorant qui vienne pendant 3 ans s'intégrer dans l'entreprise, qui va travailler sur un projet de recherche. Cette notion-là n'est pas forcément bien intégrée dans la culture des ETI. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup d'ETI. Après, donc 600 dans les grands groupes, 175 dans les ETI, on a 550 chiffres alloués dans les entreprises de moins de 250 employés. Là, c'est important. On a presque autant de chiffres alloués dans les petites entreprises que dans les grands groupes. En revanche, quand on regarde le nombre d'entreprises individualisées, vous en avez énormément parmi les moins de 250 employés, et on a en gros 100 grosses entreprises qui se partagent 600 chiffres, à peu près. Ensuite, quand on regarde les entreprises de moins de 250 employés, quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que, alors je vais donner beaucoup de chiffres, je suis désolé, mais 80% des 550 chiffres alloués dans ce groupe d'entreprises-là, 80% ont moins de 49 employés. Donc là, on commence à regarder des structures vraiment petites, des TPE ou des PME. Et après, quand on regarde parmi ce groupe-là, on regarde les entreprises qui ont moins de 10 employés, et là, on a 20%. Donc vous faites le calcul, 20% des 550, on a une centaine de CIF qui sont prises par les structures qui ont moins de 10 employés. Donc ça veut dire qu'on a évidemment des startups, on a des petites associations, on a des collectivités locales, on a des mairies, on a des musées, on a toutes ces structures, des syndicats, on a vraiment toutes ces structures-là qui vont prendre une cifre. Alors évidemment, ils vont prendre une cifre, ça va durer 3 ans, après ils vont souffler un peu pendant 1 an ou 2, puis éventuellement ils en reprennent une après. Donc c'est vraiment pour bien spécifier que on n'est pas on a un peu l'image, alors c'est la NRT qui véhicule cette image, qu'on ne s'intéresse qu'aux grands groupes, mais c'est pas vrai. Le dispositif est vraiment ouvert à toutes les structures. Et après, c'est notre rôle, nous, à NRT et département CIFRE, d'aller promouvoir le dispositif. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui, parce qu'on est vraiment là, ce soir, non, pas encore, mais aujourd'hui, pour pouvoir partager avec vous qu'est-ce que le dispositif CIFRE et comment il peut s'intégrer dans vos structures. Et après, pour ce qui est de l'année dernière, j'ai regardé quels étaient les chiffres alloués dans les associations, les collectivités territoriales et locales. Et là, on a 56 chiffres, dont 53 ont été alloués dans des associations. Et j'ai la liste là, j'ai sorti le listing hier soir. Et quand on regarde la liste des associations, c'est extrêmement varié. On a vraiment tout type d'associations. Et après, quand on regarde quelles sont les thématiques dans les associations, donc je récapitule, on a 53 dossiers qui ont été déposés pour les associations. On en a eu 11 qui ont été refusés. Donc 42 acceptés, ce qui fait un taux de 80% d'acceptation. On n'est pas loin des 85%. Là, on est sur des statistiques de petits nombres. Donc on ne peut pas comparer une statistique sur 53 par rapport à une statistique sur 1600, évidemment. Mais on est tout près. Et quand on regarde les thématiques, les 3 thématiques majeures qui ressortent, c'est la psychologie et la sociologie, à 28%. La santé, en termes de aide à la personne, aide à l'handicap, c'est là où la santé s'exprime dans les SHS, parce que par ailleurs, on a aussi un groupe santé, médecine, pharmaco, laboratoire pharmaceutique qui n'est pas compris ici. Pour la santé, de ce qui nous concerne, c'est 21%, et la partie gestion, sciences de la gestion et économie, on est à 19%. Donc c'est pour vous dire les thématiques qui sont abordées par les associations. Voilà. Alors le droit, c'est un peu moins significatif. On a eu l'année dernière 5 chiffres sur 53, ce qui fait à peu près moins de 10% de chiffres alloués. Et droit, c'est droit des sociétés, mais on a aussi droit européen, droit français, droit de la jurisprudence. Voilà.
Voilà, bon, je pense qu'on aura des questions après, mais... Merci beaucoup. Ce qui est important là, c'est qu'on voit qu'il faut, y compris moi-même, hein, je dois le dire modestement, parce que je connais bien la NRT, etc., mais il y a une telle image, c'est vrai, hein, de grandes entreprises d'une part et de technologie au sens étroit, hein, enfin au sens strict hein, du terme, que le message sur l'ouverture des possibilités qui sont déjà réellement prises, hein, mais même si c'est un pourcentage encore modeste, d'une part, et l'ouverture au SHS, hein, d'autre part, aux sciences humaines et sociales, est quelque chose qu'il faut remarquer, donc en tant que quelque chose qui existe, mais évidemment, ça reste très très minoritaire. Donc on va en reparler. Maintenant, je vais passer la parole à Alain Thor, qui va témoigner au fond, hein, en tant que membre coopérateur d'une coopérative BL Evolution, de son expérience par rapport aux chiffres. Merci, oui, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle BL Evolution. On est 7 personnes et on accompagne en conseil les entreprises et les collectivités qui veulent intégrer les questions de développement durable, les questions environnementales et sociales dans leur mode de développement pour se développer de manière durable. On intervient à leur côté, surtout sur des sujets qui traitent de l'énergie, de la biodiversité ou de la responsabilité sociétale. Je ne vais pas vous parler directement de BL Evolution parce que nous, on n'a pas pris de doctorat ou de doctorat en chiffres, mais par contre, je vais vous parler d'une association qui est liée à notre coopérative parce que une de nos coopérateurs est une ancienne présidente de cette association, c'est l'association Auré, qui est une association qui rassemble différents types d'acteurs qui travaillent sur les interactions entre les organisations et les écosystèmes, la biodiversité, et qui a pris deux doctorants en convention CIFRE sur un sujet, la comptabilité environnementale, qui est un sujet qu'on peut qualifier d'émergent, et c'est pour vous montrer que on peut faire des tests CIFRE en milieu associatif, même sur un sujet même pour défricher un sujet, et on peut les faire sur un montage qui est aussi lui assez particulier, qui sort un petit peu du cadre stricto sensu de la CIFRE. Les deux thèses CIFRE dont je vais vous parler, c'est des thèses qui ont eu lieu dans la première à la fin des années 2000, donc entre 2008 et 2010, et la deuxième plus récemment entre 2012 et 2016. Donc c'est deux thèses qui se sont suivies, deux thèses qui se complètent en fait. La première thèse, c'est une thèse qui a été soutenue par Joël Houdet et qui a porté sur entreprises, biodiversité et services écosystémiques, quelles sont les interactions entre ces différents concepts, quelles sont les stratégies des entreprises en la matière, et en fait comment ça peut se traduire en termes de comptabilité, comment on peut développer des indicateurs là-dessus, comment on peut développer un modèle comptable pour prendre en compte tout ça, comment on peut aussi développer un modèle de comptabilité analytique pour avoir une vision plus fine, et comment une entreprise ou une organisation de manière générale peut rendre des comptes à partir à propos de son interaction avec les écosystèmes. Cette thèse, elle a donné lieu à la production d'un outil qui s'appelle l'empreinte biodiversité, qui est un outil qui est un petit peu l'équivalent de l'empreinte carbone, qui est souvent l'outil qui est beaucoup plus connu, mais pour la biodiversité. Et c'est une thèse qui repose sur une convention tripartite où il y a un laboratoire, l'association Auré, et une entreprise partenaire qui va compléter en fait le financement de la NRT. Ici, en l'occurrence, c'était Veolia qui donc prenait en charge la partie de la rémunération du doctorant qui n'était pas prise en charge par la NRT, ce qui permet de trouver un équilibre économique. La deuxième thèse, elle, c'est complète. Cette thèse-là, elle a été effectuée par Cyprien Ionescu, qui a passé 4 ans à Auré et qui a travaillé, lui, sur biodiversité et stratégie des organisations. Donc là, un sujet très proche. Créer des outils pour gérer les interactions multiples et intertemporelles, et qui a donné lieu à la création d'un autre outil, qui est un outil de gestion territoriale. Donc là, on est plus à l'échelle géographique qu'à l'échelle organisationnelle. Donc c'est deux outils qui se complètent assez bien, qui s'appelle le modèle de gestion pour la viabilité des socio-écosystèmes,
qui complètent l'empreinte biodiversité. C'est 2 exemples réussis de thèses, parce que c'est 2 thèses qui ont permis de contribuer à faire avancer le domaine, la comptabilité environnementale, avec la production de nouveaux outils, l'approfondissement du cadre méthodologique. Et ces 2 thèses réussies aussi parce que les 2 doctorants, après, ont trouvé un débouché professionnel. L'un a créé sa propre structure pour mettre en œuvre l'outil empreinte biodiversité. Et le deuxième, maintenant, est responsable R&D dans un cabinet qui s'appelle Compta Durable. Et d'ailleurs, Compta Durable a récemment fait circuler une offre de thèse CIFRE. Donc, Compta Durable est un petit cabinet de comptabilité. Ça doit être une TPE, ils doivent être moins de 10, je pense. Et eux-mêmes cherchent à... Je pense que c'est pas étranger au fait que Cyprien Ionescu ait lui-même fait une thèse CIFRE et qu'il soit responsable R&D maintenant chez Compta Durable. Mais en tout cas, eux-mêmes souhaitent maintenant s'engager là-dessus et sur ce dispositif-là. C'est 2 études de cas, donc c'est pas forcément représentatif du fonctionnement des thèses CIFRE en milieu associatif, mais ça peut donner des idées et montrer qu'on peut aussi travailler sur des projets collaboratifs, associations, entreprises, associations, collectivités aussi, sûrement c'est possible, en matière de recherche et sur des projets de moyen terme où on s'engage sur plusieurs années, comme les projets qui rentrent dans le cadre du dispositif CIFRE. Il y a quand même quelques conditions pour que ça marche. Il faut que chacun y trouve un intérêt. Donc il faut une thématique qui potentiellement intéresse une entreprise ou plusieurs entreprises. Ce que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est que pour la 2e thèse, du côté partenaire privé, il y avait 4 structures. Il n'y avait pas seulement une structure comme pour la première thèse. Pour la thèse de Cyprien Ionescu, on avait LVMH, Yves Rocher, Compta Durable et Veolia. Donc, et on voit du coup qu'il y a un des 4 acteurs qui a fini par embaucher le doctorant parce qu'il trouvait ses travaux tellement intéressants qu'il souhaitait le garder. Donc il faut une thématique qui intéresse l'ensemble des acteurs, ce qui permet de trouver l'équilibre financier. Et il faut aussi, quand on s'adresse à des grandes entreprises, avoir la bonne clé d'entrée et être certain que le sujet soit bien porté en interne. On avait la chance à l'époque que Guylaine Hierceau soit aussi très proche de Veolia, dont elle a été directrice développement durable, donc elle avait les bonnes entrées en interne pour trouver des financements. C'est un facteur à prendre en compte quand on souhaite monter un partenariat de recherche. C'est finalement des conditions qui sont assez proches de celles d'un partenariat plus classique de financement d'une association. On est un peu dans les mêmes problématiques que pour de la recherche de financement. Sauf que là, on est sur un projet de moyen terme, quoi. Mais voilà, monter des thèses CIFRE sur un modèle collaboratif, c'est possible. Et c'est ce que je voulais vous partager à travers ces 2 exemples. Merci. On va passer tout de suite à l'échange avec vous, mais quand même, toute petite clarification. Dans les 2 cas présentés, l'association était en fait adossée. L'association était porteuse de la CIFRE, embauche forcément de la CIFRE, mais avec une subvention de grande entreprise. Dans les 2 cas. Alors c'est intéressant comme montage. Faut savoir aussi qu'il y a certainement des CIFRE où l'association peut être un tout petit peu plus ou coopérative un peu plus importante que celle que vous évoquez là, qui avait. Et puis, je vais vous passer et aussi, il y a le fait que ces 2... attendez, l'idée m'échappe à l'instant. Alors, je vous passe tout de suite la parole pour commenter. Alors, je vais compléter effectivement ce que je me permets de rajouter un point. Et vous avez raison, l'interlocuteur pour la NRT, c'est l'association. C'est-à-dire, peu importe les méthodes de financement annexes, ce qui nous importe, nous, c'est d'interagir avec la structure qui va embaucher le doctorant. Parce que à l'origine des CIFRE, c'est aussi l'employabilité des docteurs au sein de la structure socio-économique. C'est vraiment ça au départ l'idée. C'est de dire, on va casser, entre guillemets, l'idée selon laquelle un doctorant, et qui plus est un docteur après, il est dans son laboratoire et il s'en sort pas. Il est tout le temps associé à une structure académique. Et l'idée au départ, c'était de dire, on va
créer de la synergie entre ces laboratoires de recherche académiques et les structures de R&D, parce que c'est pour ça qu'au début c'était la R&D de structures industrielles, parce que c'est là qu'il y avait aussi un peu des moyens et de l'argent. On va faire en sorte qu'il y ait des passerelles qui se créent entre la R&D privée et puis l'expertise très pointue et extrêmement sophistiquée et très riche d'un laboratoire académique. Et le pont entre les deux, c'est le doctorant. Alors j'aime pas dire doctorant CIFRE parce que un doctorat, c'est un doctorat, point. Il n'y a pas de doctorat CIFRE. Si vous êtes doctorant et alors ce qu'il faut dire, c'est si vous êtes doctorant dans une structure socio-économique qui bénéficie d'une subvention CIFRE, votre thèse, elle est 100% une thèse comme n'importe quel doctorant qui est dans un laboratoire, 100% dans un laboratoire académique, qui finance lui-même sa thèse. Il n'y a absolument aucun distinguo. Il y a un seul diplôme, c'est le doctorat 3e cycle. Voilà. Ça, c'est vraiment important de le dire. Et par abus de langage, on dit un peu parfois doctorant CIFRE, mais on ne devrait pas. Parce qu'il n'y a vraiment pas... c'est juste un raccourci pour simplifier, mais il n'y a pas de distinguo. Mon point, parce que je vois aussi dans la salle des personnes concernées par ce que je vais dire, en tant que Belle Évolution coopérative, et il y a d'autres représentants, acteurs de coopératives qui ont, entre autres, une fonction d'intermédiation. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on peut l'employer entre nous. On peut penser, et je vois le cas chez vous, que un des apports que peut faire des structures telles que les vôtres aux tiers états de la recherche, puisque c'est notre façon de dénommer cette pluralité d'entités qui nous intéresse ici, vous êtes en situation de conseil, voire même plus que conseil, de construction un petit peu d'un micro-écosystème qui va permettre à ce que tel ou tel membre du tiers état de la recherche qui ne pourrait pas le faire tout seul puisse bénéficier seul ou avec d'autres du dispositif CIFRE. Je comprends ça et je crois que hier dans l'atelier il y avait notamment le mot et les compétences et de l'emploi, et on a bien vu le rôle, pour moi c'est une des choses majeures de ce colloque, de coopératives dont la fonction est, par leur capacité propre, y compris de recherche, qui se renforcent, y compris par des CIFRE, mais au-delà de ça, ont une capacité et une mission de rendre possible les activités de recherche, y compris via le dispositif CIFRE, chez des acteurs tiers qui n'auraient pas pu le faire autrement. Voilà. Alors j'arrête moi de parler, j'ai beaucoup trop parlé. Je viens de voir votre rapport d'activité 2016 là, rapidement sur Internet. Je voudrais avoir votre point de vue par rapport à l'évaluation que vous faites des CIFRE. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, est considéré comme négatif du point de vue des associations dans l'utilisation des CIFRE? Je ne parle pas des obstacles pour avoir les CIFRE, c'est pour celles qui ont pratiqué les CIFRE, qu'est-ce qu'elles en retirent comme négatif? Positif, je devine, mais négatif. Alors, le point qui pourrait être négatif, en tout cas qui peut poser question, je dirais que ce serait la capacité à vraiment financer pendant 3 ans la thèse. Parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est que l'étudiant se retrouve sans rien au bout d'1 an et demi, parce que pour plein de raisons qu'on peut comprendre, la structure n'est pas viable, ou en tout cas a du mal à vivre. D'un point de vue, on va parler finances pour être clair, la CIFRE, il y a des conditions aussi de salaire. C'est-à-dire la condition, c'est 23 484 € bruts par an. Alors une fois que c'est chargé, on arrive à 33 000 à peu près, 34 000. On a 1,5 de charge. Donc ça veut dire que sur les 33 000, 34 000, on va simplifier, 34 000. Si on enlève les 14 000 de subvention, c'est quand même 20 000 € que doit supporter l'association. Et la difficulté que peut rencontrer une association, c'est que souvent, elle n'est pas éligible au crédit impôt recherche. Si elle ne paye pas d'impôt, si elle est exempte d'impôt, elle ne peut pas bénéficier en plus du crédit impôt recherche. Et le crédit impôt recherche est compatible avec la CIFRE. Donc l'avantage
qu'a une entreprise aussi peu industrielle qu'elle soit, mais classique, c'est que souvent elle paye des impôts et donc elle peut bénéficier du CIR. Est-ce que ça veut dire alors que si on nous demande de faire des propositions pour améliorer les relations sciences-société, ça pourrait être une proposition que de permettre aux associations qui rentrent dans une démarche d'aide, enfin dans une démarche de recherche, de pouvoir accéder au crédit impôt recherche, selon vous? Alors, selon moi, oui, je pense que ce serait, d'ailleurs c'était partie des recommandations du Livre Blanc, qui est de dire que si on imagine un crédit impôt négatif, ou en tout cas une structure qui pourrait être équivalente à cette aide financière de l'État, ça pourrait effectivement permettre de soulager les finances d'une association ou d'une structure économique. Oui, clairement. Oui, oui. Par contre, nous ne sommes pas, on n'est pas militants par rapport à ça. Nous, on est, encore une fois, voilà, notre rôle, c'est d'apprécier la qualité d'un dossier et de faire en sorte qu'il puisse passer. Au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il y a d'autres effets avec le recul que vous avez, d'autres effets négatifs? Alors, pour ce qui est de la structure, il y a deux éléments qu'on regarde, c'est la capacité financière et puis aussi la capacité à encadrer. Et ça, c'est très important aussi. Il ne s'agit pas que l'étudiant se sente un peu comme un chien dans un jeu de quilles, c'est-à-dire on ne sait pas trop où il va au sein de l'entreprise. On fait en sorte qu'il y ait qu'il y ait autant de support dans l'entreprise en termes de qualité que dans le laboratoire. Dans le laboratoire, on n'a pas de doute. Le laboratoire, c'est leur rôle, c'est leur travail. Ils sont payés pour et c'est leur métier. Donc voilà, donc, dans ce cas-là, on n'a pas de problème. En revanche, quand on regarde des structures qui sont très, très petites, nous on a des chiffres dans des structures où il y a 2 employés. Alors quand il y a un employé, on est quand même on est très attentif quand même à cette structure-là. Mais parfois, on a des chiffres avec 2, 3 employés. Vous avez le directeur ou le président de l'association, et puis une personne qui va s'occuper du développement, et puis une personne qui va faire tout le reste. Donc là, on regarde si parmi les 3, qui va vraiment encadrer, et puis est-ce que la personne qui va encadrer sera capable de le faire. Donc voilà, c'est vraiment les 2 points qui posent problème. Donc quand vous déposez un dossier, c'est vraiment c'est votre travail de montrer que parfois une grande motivation, c'est bien aussi. Montrer que vous êtes extrêmement motivé, que ça va vous aider, que grâce au fait d'avoir un étudiant, un doctorant dans votre laboratoire, ça va vous permettre de vous développer dans le beau sens, pas seulement développer au niveau économique, mais vous développer en termes de notoriété, en termes de comprendre la problématique, asseoir votre problématique dans l'environnement local. Voilà, tous ces points-là sont... Plus le dossier est soutenu, et plus il a de chances d'être convaincant. Merci. Oui, c'était pour savoir s'il y a un âge limite pour pouvoir postuler à une thèse CIFRE en tant que doctorant ou un nombre d'années après l'obtention du master RH. Alors, ça, c'est un point extrêmement important. Pendant longtemps, il y avait effectivement une durée limite maximum entre l'obtention du master et le début de la thèse. Ce point a été levé. Donc maintenant, on a des doctorants qui ont 50 ans passés et qui, après X années, après c'était DESS ou DEA à l'époque, il n'y a pas de master, X années passées, décident de faire une thèse, ou parce que l'opportunité se présente, parce que l'envie est là. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge. Si je peux permettre, pardon, un complément. Ceci dit, il ne faut pas avoir été embauché depuis plus de 9 mois avant le dossier. Alors ça, c'est un point, oui, ça, je comptais bien le dire, effectivement, vous avez raison de le souligner. Il y a des conditions d'octroi. Les conditions d'octroi, c'est quelles sont les conditions qui nous permettent d'octroyer la CIFRE à la structure socio-économique. Alors, il y a plusieurs conditions d'octroi. Il y a des conditions d'employabilité. Vous ne pouvez pas être embauché dans la structure qui va supporter la CIFRE depuis plus de 9 mois. Hors stage, évidemment, et hors stage de master, bien évidemment. Pourquoi il y a ces conditions? C'est vraiment parce que on veut éviter qu'il y ait de l'employabilité déguisée doctorat, qui serait que je suis ingénieur, je suis j'ai un master dans un domaine, je suis embauché dans une structure depuis X années, puis la structure dit tiens, on va peut-être alléger un peu les finances, on va te faire un projet de thèse et on va comme ça pendant 3 ans avoir de subventions. Ça, on veut pas. On veut que ça reste dans des projets très innovants avec une vraie démarche d'innovation et de recherche.
Et de recrutement. Oui, au départ, c'est un facteur de recrutement. C'est un facteur de recrutement. L'autre condition, vous ne pouvez pas bénéficier de l'employabilité d'une entreprise qui va bénéficier d'une subvention CIFRE. Encore une fois, ce n'est pas vous qui bénéficiez, vous en tant que tel, c'est l'entreprise. Si vous êtes déjà docteur, pour une deuxième thèse, vous ne pouvez pas. Ou si vous avez déjà été inscrit depuis plus de 9 mois également en thèse, en première inscription de thèse. Parce que là, on veut laisser la priorité aux étudiants qui démarrent une thèse et qui ont effectivement besoin d'un financement. Peut-être qu'on a tort, mais on considère qu'au bout de 9 mois déjà en thèse, voilà, vous avez atteint une forme de stabilité, entre guillemets. En tout cas, vous avez trouvé des moyens de vous financer. Donc on réserve le financement à des étudiants qui ne sont pas inscrits en thèse depuis plus de 9 mois, en première année de thèse depuis plus de 9 mois. Pas de conditions de nationalité. Alors, dernier point sur les conditions. Alors, il y a d'autres conditions que je vais dire, parce qu'il y a des conditions par rapport aux socio-économiques, mais qui ne vous concernent pas, mais je veux quand même les dire. Il n'y a pas de condition de nationalité. L'année dernière, on a eu 77% d'étudiants français, donc 23% d'étudiants étrangers. Il n'y a absolument aucune condition restrictive au niveau des étudiants étrangers, et ça, on y tient. Là où c'est un peu plus compliqué pour les étudiants étrangers, c'est l'autorisation de travailler sur le territoire français. Et la thèse, c'est 100% d'activité de recherche. Ça, c'est important. Vous savez que le statut d'étudiant étranger en France, une carte de séjour d'étudiant étranger, c'est ce qu'on appelle un titre de travail accessoire. C'est-à-dire que ça autorise l'étudiant à travailler à 60% de son temps. Ce qui lui permet d'avoir 40% du temps pour financer sa thèse. Or, comme la thèse CIFRE, enfin thèse dans le cadre CIFRE, c'est 100% du temps consacré à la thèse, il nous faut à ce moment-là ce qu'on appelle un talent chercheur, un document différent qui autorise l'étudiant à travailler 100% de plein droit sur le territoire français. Donc c'est là où les montages sont toujours un peu compliqués. Et là, c'est soit le laboratoire pour les talents chercheurs, soit l'entreprise qui va œuvrer pour obtenir le droit à l'étudiant de travailler à 100% sur le territoire français. Auprès de la direction du travail ? Alors après, c'est du cas par cas, ça dépend. Auprès de la direction du travail, auprès de la préfecture. Souvent, c'est auprès de la préfecture de police. Alors moi, j'ai deux questions, puisque au tout début de votre propos, vous avez évoqué de façon tout à fait incidente les questions de restriction du dispositif CIFRE. C'est en partie celle-là qui nous intéresse. C'est pas suffisant, là ? Vous entendez pas ? Ah, d'accord. Non, c'est pas du tout, j'ai la voix qui est cassée. Donc c'est en partie les restrictions au dispositif CIFRE qui nous intéressent, en comprendre un peu les mécaniques et les histoires. Puisque quand on a rencontré Clarisse Angelier, la déléguée générale de la NRT, lors des auditions du Livre Blanc, on a notamment évoqué l'émergence dans le paysage français d'une nouvelle catégorie d'acteurs économiques qui sont les coopératives de recherche. Or, il s'avère que dans le dispositif CIFRE, si j'ai bien compris une partie des éléments de restriction, il n'est pas autorisé à une organisation économique dont le cœur de métier à 100% est la production de recherche de pouvoir émerger au dispositif CIFRE. Ce qui, dans le cas de figure qui nous préoccupe, du tiers état de la recherche, ceci est en partie contradictoire avec le fait qu'on voit fleurir sur le territoire français des structures qui sont issues et générées par des anciens doctorants ou des gens qui ont des formations de recherche, que pour des raisons biographiques X, et il y a tous les cas de figure, souhaitent plutôt inscrire les stratégies de développement de la recherche sur des territoires en particulier, donc qui ont en général, c'est pas systématique, mais en général, ont des visites très ancrées sur le territoire et qui sont de facto et normativement exclus du dispositif CIFRE. Donc premier point, je pense que ceci est une ligne qu'il faut faire bouger, avec tous les bémols à apporter, qui est que de ne pas générer deux fenêtres d'opportunités où tout d'un coup tout le monde y aurait accès. Premier point, c'est de quelle manière peut-on travailler avec vous sur l'évolution de ce critère-là pour que les acteurs qu'on voit émerger aujourd'hui aient une possibilité ou dérogatoire ou que sais-je, avec un RNA particulier, enfin on peut voir quels sont les dispositifs techniques, émerger au processus parce qu'on sent que ceci émerge. On en a déjà répertorié une dizaine sur le territoire français, représentant à peu près 50-60 emplois pour l'instant, donc c'est petit, mais par rapport aux masses de bourses CIFRE, c'est pas si anecdotique que ça. Donc premier point, comment on fait ? Deuxième point, c'est par rapport au monde associatif. Bon, certes, il y en a 53 dans des chiffres que vous avez donnés, mais si je regarde juste le dispositif francilien PICRI ou le dispositif Hauts-de-France chercheurs citoyens qui ont été expérimentés pendant quelques années, sur une seule région par an, on a en gros 150 à 180 demandes sur un territoire régional. Ce qui signifie que les acteurs associatifs ne vous voient pas
ne vous calcule pas, voire si ça c'est pas pour nous. Donc il y a un problème d'adaptabilité ou d'adaptation du dispositif ANRT au territoire, aux régions. Parce que là, typiquement, le PICRI avait comme préoccupation son territoire. Et pas le pays en général. Donc pour moi, ce chiffre-là est tout à fait insuffisant. Et même si, contrairement à ce qu'on imaginait, il y en a quand même un petit peu, ça, j'ai regardé, c'est 2,9% de l'ensemble des bourses CIF par rapport à la réalité économique de ces acteurs-là dans le pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a un problème d'adaptation entre l'image, la communication, et peut-être que des alliances avec des chambres de commerce et d'industrie, avec des acteurs territorialisés ou avec des régions, que sais-je, des alliances de promotion du dispositif où on pourrait généraliser les anciens PICRI sans en parler, mais avec la NRT pour promouvoir ces dispositifs à l'échelle régionale. Parce que je pense que là, par rapport à votre capacité de travail, je pense que ça vous est en partie inaccessible de faire ce travail de maillage territorial, de promotion au plus près des territoires. Il y a des acteurs qui en sont vraiment préoccupés dans ce taf. Comment est-ce qu'on pourrait structurer des alliances territoriales avec vous pour promouvoir et démultiplier par au moins 10-15 le nombre de propositions émanant de cette catégorie d'acteurs? Donc, 2 questions. Alors, la première, sur l'élargissement des conditions d'éligibilité de la structure économique, on peut être levier, bien évidemment, et je pense qu'on est volontaire, sinon on ne serait pas là. Mais c'est avant tout le ministère qui va prendre la décision, parce que, encore une fois, on est acteur, on est gestionnaire et on fait la promotion du dispositif, mais au final, la décision, elle vient, c'est une décision ministérielle, c'est une décision d'État, parce que c'est de l'argent public qu'on engage. Donc déjà, la concertation, elle doit se faire aussi avec le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Ce qui est le cas, je crois que fait partie des projets de création de structures qui permettraient de supporter ces projets-là. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça ne nous dispense pas d'être promoteur et d'être levier et d'être attentif à ça, clairement. Pour la deuxième partie, il y a 2 éléments que je voudrais apporter. Le premier élément, et c'est justement aujourd'hui, il y avait un comité de pilotage ce matin, donc il y a quelqu'un d'autre qui représente la NRT, avec une commu, avec les âmes. Je pense que vous connaissez les âmes, qui est soutenu par M. Dalpeuch, et il a proposé de promouvoir le dispositif CIF au sein des collectivités territoriales. Et il a répondu à un appel d'offres au ministère, et il a obtenu du financement pour avoir quelqu'un détaché dans son organisation pour promouvoir le dispositif CIF auprès des communautés et auprès des territoires. Et d'ailleurs, ça s'appelle 1000 doctorants pour les CHS. Donc on n'est pas loin d'une thématique que vous développez, vous, dans le livre blanc. 1000 doctorants en Ile-de-France ? Non, sur la France. Sur la France. En tout cas, ce qui communique avec les âmes. Alors les âmes, c'est parisien parce qu'il y a la Sorbonne, mais il y a le CNAM. Le CNAM, c'est un tissu national. Donc via le CNAM, on a une territorialité, je dirais, du dispositif CIF. Donc c'est mis en place. On a eu un premier comité de pilotage il y a 1 mois et demi. On est en train de signer la convention de partenariat. Et nous, on est extrêmement volontaires. On va utiliser ce réseau-là. On est obligé de s'appuyer sur le réseau local. À l'NRT, on est 10 personnes. Et sur 10 personnes, on est 3 à faire de la promotion. Donc on fait à peu près entre 30 et 35 interventions par an partout en France. J'étais moi-même à Montpellier il y a 2 mois et demi ici, où j'ai rencontré à peu près 80 personnes invitées par l'école doctorale des sciences humaines ici. Donc on a cette démarche, mais c'est pas suffisant, je vous l'accorde. Et l'autre projet qu'on est en train de mettre en place, c'est un projet avec le CNER, qui est une fédération d'agences de promotion de l'activité économique dans les régions. Donc, je ne sais pas si c'est très connu, mais le CNER, il y a des agences un peu partout en France. Et on est en train de former des référents CIFRE, qui sont des employés du CNER, de ces agences territoriales. Et on est en train de les former au dispositif pour qu'ils aillent au-devant des entreprises, mais dans les régions, et y compris les collectivités territoriales, les associations, pour faire la promotion. Donc on est en train de multiplier nos canaux de distribution. Bon, ça prend du temps, mais en tout cas, on y est attentif. Donc si je comprends bien par rapport à ce qu'on avait discuté avec Mme Angelier, on va travailler avec le ministère sur le premier point que vous disiez, mais en parallèle, elle avait suggéré de monter un petit groupe de travail au sein de la NRT pour voir techniquement quel est le problème qu'on adresse à la NRT, pour que la NRT soit elle-même promoteur d'un petit policy brief auprès du ministère et qu'on puisse boucler le travail. Donc a priori, sur le principe de ce que je comprends, il est tout à fait possible qu'à la rentrée, on puisse mettre en place un petit groupe technique pour savoir... Ça, c'est tout à fait possible. Oui, complètement. Okay, ça marche. Oui.
Bonjour, Michel Desarméniens, alors directeur du collège doctoral Languedoc-Roussillon et aussi directeur de l'école doctorale CBS2 et à plusieurs titres, je voudrais faire remarques et questions. Alors, remarque par rapport à ce qui vient d'être dit pour la diffusion de l'information sur les chiffres, il y a un réseau qui, à mon avis, peut être utilisé et qui est probablement sous-utilisé, qui est le réseau national des collèges doctoraux, qui s'adresse à l'ensemble des écoles doctorales et qui permet de faire passer des messages directement sur l'ensemble du territoire national aux doctorants. Donc ça, je vous recommande de rentrer en contact avec la nouvelle directrice du collège doctoral, du réseau national des collèges doctoraux, qui sera certainement ravie de participer à ça, parce qu'il est vrai que les directeurs d'écoles doctorales, en règle générale, sont assez mal informés, enfin, connaissent mal les chiffres. En tant que directeur d'école doctorale, une des questions que me posent souvent les doctorants, c'est justement la problématique de la peur de l'emploi caché. C'est-à-dire que souvent, les doctorants se disent que s'ils vont travailler dans une entreprise avec un contrat CIFRE, ils vont être obligés plus de produire du travail pour l'entreprise que de faire avancer leur travail de recherche. Donc je veux savoir qu'est-ce qui, en dehors du rôle évidemment naturel des écoles doctorales pour surveiller ça, est-ce qu'il y a des processus et des mécanismes qui sont mis en place pour surveiller cet aspect-là? Alors, surveiller, je ne suis pas sûr qu'on ait des systèmes de surveillance, mais en tout cas, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments dans votre question. Le premier élément, c'est l'étudiant est un étudiant, le doctorant est étudiant. C'est-à-dire que dans le contrat de travail qui est établi par la structure socio-économique, il est précisé que la structure laisse l'étudiant assister au cours à la fac quand c'est nécessaire, en tout cas quand c'est demandé par l'école doctorale. Donc déjà, c'est dans le contrat de travail. Ça, c'est très souvent mentionné. Deuxièmement, il y a un élément dont il faut parler, qui est le contrat de collaboration. Une CIFRE, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, plus un contrat de collaboration. Et ce contrat de collaboration, il va spécifier le lien entre le laboratoire et l'entreprise. Et ce lien, il est de plusieurs ordres. Il va définir le temps, la répartition du temps de travail. C'est par exemple 80% dans l'entreprise, 20% au laboratoire. Ou inversement. Ça dépend vraiment du sujet. 50-50, 40-60. Ça, c'est précisé. C'est écrit dans le contrat de collaboration. Qui est signé de qui? Du directeur du laboratoire, du directeur de l'entreprise, du tuteur et du président de l'université. Il est du ressort du président de l'université. Il n'est pas signé par le directeur du laboratoire. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement du point de vue doctoral qui est très fort. Et ce contrat de collaboration précise la répartition du temps, mais il précise aussi, quand c'est le cas, le flux financier entre l'entreprise et le laboratoire. Parce que, encore une fois, en fonction de la thématique, vous avez de l'argent qui est versé de l'entreprise au laboratoire. Dans le cas d'une association, ce flux peut être quasi nul, voire nul, bien évidemment. Il peut être très important, ce flux financier, en dizaines de milliers d'euros sur la durée de la thèse, parfois même jusqu'à plus de 100 000 euros, quand il s'agit de travaux autour de la physique nucléaire, quand on fait appel à des appareils de mesure, à des équipements très sophistiqués dont ne dispose pas l'entreprise. Mais là, on est vraiment sur des grosses structures. Pour des associatifs, pour des collectivités territoriales, il n'y aura pas vraiment de flux financier, ou il sera très mineur. Ce contrat de collaboration définit aussi qui va prendre en charge l'étudiant quand il va aller se déplacer pour un congrès. Moi, je paye l'hôtel et vous payez l'inscription au congrès. Vous voyez, il est très important ce contrat de collaboration. On ne demande pas le contrat de collaboration au démarrage de la CIFRE. Mais on préfère qu'il soit commencé à négocier, parce qu'il est indispensable. En revanche, si au bout de 6 mois après le début de la CIFRE, le contrat de collaboration n'est pas envoyé à la NRT, la CIFRE elle est stoppée, elle est suspendue, elle n'est pas cassée, elle est suspendue, jusqu'à ce qu'on obtienne le contrat de collaboration. Et je peux vous assurer que les choses se mettent vite en place, c'est-à-dire qu'on les alerte un mois avant, au 5e mois, on leur dit on n'a toujours pas reçu le contrat de collaboration, méfiez-vous, dans un mois, il y aura une suspension de la CIFRE. Donc voilà, on fait en sorte que ce soit attentif à ça. Mais là, on est en train de faire la clôture 2016. Donc on a revu les 1400 dossiers qui sont clôturés en 2016. Et on a beaucoup de dossiers dont on n'a jamais reçu le contrat de collaboration. Alors, je trouve ça dommage parce que ce sont des entreprises qui monopolisent, entre guillemets, parce que nous, on provisionne l'argent par rapport au ministère. On a cet argent qui est bloqué, qui pourrait bénéficier à d'autres structures. Mais alors, c'est souvent des groupes importants qui
qui n'ont pas le temps, ou bien il y a des réticences auprès du laboratoire, ou c'est compliqué à obtenir. Je ne vous parle pas des co-tutelles quand on a des laboratoires étrangers associés au laboratoire français. Là, il faut la signature du président de l'université de Stuttgart. C'est compliqué quand c'est en Allemagne. Voilà. Mais en tout cas, oui. Alors, il n'y a pas de contrôle proprement dit. Il y a un contrôle, je dirais, en négatif, quoi. C'est-à-dire que... oui, un autre point qui est très important, c'est le rapport d'activité. On a un rapport d'activité qui est envoyé à l'issue de la première année, à l'issue de la deuxième année et à l'issue de la troisième année qui clôture la CIFRE. Et ce contrat de collaboration première et deuxième année, il est extrêmement important. On les relie tous et on a l'avis du doctorant, l'avis du directeur de thèse et l'avis du tuteur en entreprise. Avis croisé. Et on regarde, qu'est-ce qui ne va pas? C'est manuscrit, hein. Enfin, c'est pas de l'actigraphie, mais c'est signé en tout cas. Le doctorant dit tout se passe bien, ou bien non, je considère que ce que je fais pour l'entreprise, c'est pas dans ma thématique de thèse, j'ai l'impression de servir de support technique. Alors, ça peut arriver. Généralement, non. On a un taux de satisfaction qui est très élevé, mais à la marge, ça peut arriver. Donc on a ces rapports d'activité qui nous alertent quand il y a éventuellement une dérive. Même chose en deuxième année. Et en troisième année, le questionnaire a été dématérialisé complètement et il est pas co-signé des trois, il est séparé. On a l'avis du doctorant, l'avis du tuteur et l'avis du directeur de thèse. Et ça a été mis en place en 2016. Donc là, en début 2017, on a récupéré à peu près 1000 réponses sur les 1400 parce que ce questionnaire s'est mis en place progressivement au cours 2016, donc on n'a pas pu en avoir 1400, on en a 1000, ce qui est beaucoup. Donc on a eu 1000 rapports d'activité concernant le doctorant, 1000 pour le directeur de recherche, 1000 pour le tuteur. Et chaque rapport, c'est à peu près 30 questions. Donc je vous fais le calcul. On a des milliers de données qu'on a analysées et on a une enquête qui va être publiée à la rentrée. On l'a déjà publié au comité d'orientation stratégique qui a lieu tous les ans et qui réunit des acteurs qui supportent des CIFRE et le ministère et des représentants aussi des universités. On a la directeur générale du CNRS qui vient, on a des présidents de grosses sociétés et de PME. Et pour l'année prochaine, je serai attentif à ce que des représentants aussi du monde associatif qui soient présents à ce comité d'orientation stratégique qui a lieu à peu près en avril, qui fait le bilan de l'année précédente, chiffré, bilan qualitatif. Et cette année, on a fait part des premiers résultats de ces enquêtes sur les 1000 premiers. Et on a... c'est magique. Très honnêtement, c'est super encourageant, mais je ne peux pas tout dire, mais parce qu'on a quand même analysé énormément de données. Donc, ce qui ressort, c'est que 95% des entreprises disent « je refais une CIFRE ». J'en suis content. Si je ne le fais pas, c'est que financièrement, je peux pas, ou j'ai pas le sujet. Hein, on fait pas une CIFRE pour faire une CIFRE. On fait une CIFRE parce qu'il y a un besoin d'avoir un doctorant dans la structure. Mais on a des taux de satisfaction qui parfois montent à 98%. Donc, les doctorants sont extrêmement satisfaits. Ouais. Il y a un taux de satisfaction très élevé. Là où c'est plus mitigé, c'est parce qu'on posait la question, est-ce que vous avez pu suivre des formations complémentaires à la NRT? Et là, on nous dit, non, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas suivi des formations. Parce que la NRT propose des formations aux doctorants gratuites sur la propriété intellectuelle, sur la propriété industrielle, sur comment monter un projet, comment défendre un projet. On a fait une thématique l'année dernière sur la santé, par exemple. L'année prochaine, on va faire une thématique sur comment structurer un projet et comment diriger soi-même d'autres projets. Je pense que l'année prochaine, on est en train de travailler sur la cybersécurité, parce que c'est de plus en plus crucial pour la protection des données, comme tout est dans les clouds maintenant. Voilà. Donc on invite, donc ça c'est nous qui payons, hein, c'est pris sur nos deniers, c'est gratuit pour les doctorants, ça dure une journée, et on invite des intervenants extérieurs qui viennent former. Donc voilà, ça c'est un point. J'ai donné des pourcentages très élevés, au-delà de 90%, parce que c'est la réalité, c'est vraiment ce qu'on a. Là où c'est 60%, c'est par exemple, à 60%, oui, j'ai pu suivre des formations, mais sinon j'ai pas eu le temps, ou c'était compliqué. Alors, il reste un quart d'heure, donc je suggère que Claude, Nicolas Chaussois et monsieur, vous reveniez. On prend les 4 demandes, et puis vous répondrez en bloc. Hein, voilà. Bon, d'abord, bonjour, merci de ces exposés. D'abord, une première information. Le taux d'échec, c'est combien globalement? Et comment il a évolué dans le temps? C'est pas ma question, hein, mais c'était parce que... Voilà.
Taux d'échec. Alors, taux d'échec, au dépôt de dossier, on accepte 85%. Mais après, Donc, on a 15%. Ah, le taux d'échec après. Ceux qui n'atteignent pas. Ah, ceux qui n'atteignent pas. Alors, sur 2016, j'ai pas les données sur 2016 parce qu'il faut regarder sur 3 ans. Il faut une rétroaction sur 3 ans. Le pourcentage de thèses qui n'arrivent pas au bout, c'est moins de 3%. C'est très peu de thèses. Ouais. 3-4%, pas plus. Bon, ma question, c'est que j'ai été... Dans les 3 ans. Après, il y a souvent des thèses qui prennent un peu plus de temps. Mais on a un taux, alors il faudrait que je regarde en détail, mais on a un taux de soutenance qui est supérieur à 92% dans les 3 ans. Alors, je reviens un peu dans la suite de la question précédente. Je m'appelle Millier, j'ai été directeur d'une école doctorale qui s'appelle Abiès et qui a... Parce que c'est une école dirigée par une école d'ingénieurs, AgroParisTech, cette école doctorale, évidemment, s'est colletée avec le dispositif CIFRE depuis très longtemps. On connaît bien, d'ailleurs, les problèmes qui n'ont pas lieu d'être traités ici, par exemple de confidentialité pour les thèses CIFRE chez Danone, etc. Enfin, bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que, et je crois que la thèse dont BL a parlé a été inscrite, la première, peut-être la seconde, mais enfin la première a été inscrite là-bas. Oui, ma question, c'est que j'ai... Bon, alors d'abord, d'une part, le contrat de collaboration, pour moi, c'était pratiquement une exigence au dépôt du dossier de thèse. Parce qu'il y a deux situations, ou bien c'est le directeur de thèse qui, en gros, a un laboratoire augmenté par un accès privilégié à un certain nombre de données d'installation d'une grosse société, on va dire. C'est pas très souvent des petites sociétés. Et à ce moment-là, il est connu. On sait quels sont ses défauts, mais on sait aussi quelles sont ses qualités. Et on sait à quel niveau sera le point d'équilibre entre les deux. Ça, c'est clair. Par contre, si on cherche à innover, c'est plus rechercher de nouvelles entreprises ou de nouvelles idées, surtout d'innovation. Et à ce moment-là, il y a besoin de calibrer correctement le directeur de thèse avec l'entreprise. Et ça, c'est pour ça qu'on demandait absolument à le savoir avant. Parce que sinon, là, je peux parler d'échec. Et alors, mais ma question, puis je vais m'arrêter parce qu'il y a encore d'autres questions, c'est, moi, j'ai eu l'impression que l'employabilité après la thèse pour les gens qui font essentiellement leur thèse dans l'entreprise était beaucoup moins problématique que les thèses faites plutôt dans les laboratoires. Et comme souvent, dans le cadre du financement de petites structures, c'est ce qui se passe, je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur l'employabilité des gens qui ont fait leur thèse dans le cadre de ces petites structures associatives. Ah non, on prend l'ensemble, sinon on va pas s'en sortir. Bonjour, Nicolas Chauchois. Alors moi je dirige l'Institut Godin qui est un centre de transfert en fait qui a une activité de production, de recherche et développement et de transfert sur les thématiques de pratiques solidaires et d'innovation sociale. Donc on n'est pas un centre d'intermédiation ou de liaison, nous on a tout un process de prod. C'est une association loi 1901 qui a 10 ans et on a eu 5 CIFRE. Il y en a qui sont encore en cours actuellement, principalement économistes et sociologues. En volume, c'est faible, mais quand je vous ai écouté tout à l'heure par rapport au pourcentage, je me disais qu'en fait, on doit être dans le top 5 de votre liste, on doit être tout en haut ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai que du bien à dire des CIFRE et je ne le dis pas parce que vous êtes là. Les gens qui me connaissent savent que je dise les choses. Et j'ai que du bien à dire sur les CIFRE. L'équipe est super, Philippe Gauthier a toujours été à nos côtés et j'ai jamais senti de méfiance ou quoi que ce soit. C'est un dispositif très souple, une fois que c'est signé. Je dirais qu'on avait plus de problèmes à signer avec le fameux accord avec les services de valo des universités, parfois, qui essayaient de nous soutirer 5 ou 6 000 euros. Mais comme, par ailleurs, je suis titulaire dans un centre de recherche, je connais bien le mécanisme en SHS et je leur disais bien que je n'allais pas leur verser 100 euros parce que ce n'est pas une obligation. Et voilà, c'est plus là où parfois on a eu des petites... C'était pas de grandes difficultés, on disait non et puis c'est tout. Et voilà, mais c'était un peu difficile parfois, mais ça s'est toujours fait. C'était un peu long. C'est pour ça que les 6 mois... C'est bien, il faut s'y prendre dès les premières semaines parce que ça va mettre 6 mois pour avoir les 25 pages. Enfin voilà, bref. Ça là-dessus, c'est vraiment qu'une parenthèse. Et voilà, l'équipe est super et pourtant très peu nombreuse par rapport au nombre de volumes et du dossier que vous gérez.
Voilà, juste 2 choses. C'est vrai du coup que moi, dans la représentation que j'ai de la réalité et de la pratique que j'ai des chiffres et la communication de la NRT, c'est vrai qu'il y a un écart qui finalement est assez important parce que dans la communication, ou plutôt la représentation qu'on en a en général, c'est quelque chose, comme le nom le dit, très industriel, très voilà. Alors que dans les faits, en fait, c'est vrai, mais pas seulement, c'est quand même beaucoup plus complexe. Enfin, j'ai jamais senti de méfiance, bien au contraire, il y a vraiment une vraie proactivité, je crois, pour que les structures associatives comme les nôtres, comme d'autres, puissent avoir accès à la chose. Et c'est vrai peut-être de trouver des relais sur le territoire. Peut-être que les structures comme les nôtres aussi ont un rôle à avoir là-dedans. Moi, ça ne me poserait pas de problème si la NRT me le demandait, voilà. Et puis, je ne vous demanderais pas un centime en plus, je pense, pour le faire. Je pense que ce serait plutôt normal. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi avoir tout un... si on parle vraiment du statut associatif en tant que tel, il faut aussi avoir toute une action de communication auprès des réseaux, auprès des structures un peu fédératrices. Et Dieu sait que c'est une galaxie dans le domaine associatif. Et je crois que de ce côté-là aussi, il y a un travail qui doit être fait. Voilà, sur en tout cas le rôle que peut avoir la recherche, en tout cas par le chiffre là-dessus. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est le seul petit hic, mais pour moi, ce n'est pas la NRT qui est là-dessus. C'est cette tendance, mais quand j'étais en thèse, c'était déjà le cas, c'est les 3 ans. Voilà. En sciences éco, il ne faut pas se mentir, hein, à part des thèses à articles, et encore, on n'y va pas en courant, hein, en tout cas dans certains labos. C'est plutôt 4-5 ans. Et encore, je trouve 4 ans, c'est bien. Voilà. Surtout que les MCF et les profs en poste, ils ont plutôt, eux, mis 7-8 ans parfois. Voilà. Il faut dire les choses. Hein. 9 ans, c'est beaucoup. On se perd. 9 ans, ça y est, c'est perdu. On est parti sur autre chose. 4-5 ans. Et c'est vrai que du coup, là, c'est quelque chose qui est alloué pour 3 ans. Mais je pense que ça, déjà, c'est pas un débat ou un combat, parce que personne ne le mène, ce combat, finalement. Tout le monde dit, oh, oui, c'est vrai, il faut aller vers 3 ans ou autre. Voilà. Et ça n'est pas la NRT. Je pense que c'est quelque chose qui dépasse très largement la chose. Mais du coup, l'investissement, c'est ce que je dis toujours aux structures sur le territoire qui veulent se lancer. Moi, l'investissement pour chaque, c'est 130 à 170 000 euros. C'est ça que je dois avoir. Si j'ai pas ça, alors pas à l'instant T, hein, parce que sinon on ne se lance pas, mais je sais que c'est ça qu'il va falloir réussir à réunir, parce que 4 ou 5 ans, en plus avec le seuil qui est fixé, qui est très bien, parce qu'on ne peut pas aller en dessous, ce qui est plutôt l'inverse de certains autres dispositifs, on ne peut pas aller au-dessus. Donc je trouve ça plutôt bien que pour des doctorants, on ne puisse pas aller en dessous d'un certain seuil, et c'est à peu près 1005 net par mois. Voilà, il faut réunir d'autres choses, et c'est vrai que le CIR est peut-être une option, parce que quand on discute avec les centres de transfert techno ou des choses plus enfin, dans d'autres champs, les boîtes dites classiques, même si j'aime pas ce terme, c'est pas les fonds propres, hein. Ils investissent pas les fonds propres sur la recherche, hein. C'est tous les dispositifs publics qu'ils arrivent à capter. En fait, on se rend compte que c'est voilà. Et c'est vrai que le CIR, en l'adaptant, parce qu'on n'est pas fiscalisé non plus, mais ça c'est pas un problème technique. Voilà. Et je pense que c'est plutôt tout ce qu'il y a autour du chiffre sur lequel vraiment il faudrait pour le coup travailler pour. Merci. Oui, bonjour. En fait, donc moi je suis doctorante en chiffres et je fais partie d'une asso qui regroupe des doctorants en chiffres. Et ce qu'on voit qui se pose pas mal comme question, c'est qu'on a l'impression d'être un peu sur des nouveaux métiers dans les structures, et qu'il y a une difficulté pour les structures d'accueil à imaginer qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des postes classiques. Donc il y a quand même beaucoup de cas finalement de salariés qui font le même travail que leurs collègues et qui font une thèse à côté. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est un peu, est-ce que la NRT peut outiller un peu les entreprises et les doctorants là-dessus? Enfin, comment accompagner ces nouveaux métiers qui se créent? Et puis la deuxième question, c'est, je crois qu'il n'y a pas de représentant doctorant à la NRT. Est-ce que c'est envisagé Voilà. Et la dernière? Non, alors, je vais reprendre un peu les questions qui ont été abordées. La première question, on va reprendre dans l'ordre, sur l'employabilité. En fait, ce qu'on regarde, on a... au-delà de l'enquête dont j'ai parlé tout au début, enfin il y a quelques instants, pardon, on a
2 enquêtes qu'on réalise auprès des doctorants. On fait une enquête 1 an après la fin de la thèse et 5 ans après la fin de la thèse. Et on a un certain nombre de questions qu'on pose sur qu'est-ce que vous êtes devenu, quel est votre parcours, etc. Et on a généralement, sur les 4200 thèses qui ont été mises en place sur une période de 3 ans, on a à peu près, sur les 1400 qui ont terminé leur thèse il y a 1 an, on a 600 réponses, ce qui est un taux extrêmement élevé, hein, parce qu'on ne passe que par email. Donc le doctorant, une fois qu'il est docteur, c'est compliqué qu'il garde le même email, mais on a quand même 600 réponses. Et à 5 ans, on est à 350 réponses, ce qui est encore une autre gageure, parce que 5 ans après, c'est compliqué de retrouver la trace du doctorant. Ce qu'on constate, grossièrement, c'est que 1 tiers des doctorants sont embauchés par l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur thèse CIFRE. 1 tiers. On a 1 tiers qui partent vers une carrière plus universitaire, qui rejoignent des laboratoires universitaires, et on a 1 tiers qui se lancent vers, soit vont vers d'autres entreprises ou d'autres associations, soit créer leur propre structure, dans un petit pourcentage. Donc ça, c'est ce qui ressort des enquêtes, en tout cas à 1 an, et même 5 ans, ça consolide cette employabilité. Donc la question on s'interroge sur qu'est-ce que font les docteurs une fois qu'ils ont soutenu, oui, on s'interroge. En tout cas, on n'est pas organisme d'accompagnement. Si c'est votre question derrière, on n'est pas organisme d'accompagnement. Il était souligné qu'on est effectivement une petite structure. On est vraiment là pour gérer le dispositif et aussi en faire la promotion. C'est d'ailleurs contractuel avec le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, parce que c'est le nouvel intitulé du ministère dont on est garant et gestionnaire de l'argent pour ce qui est des chiffres. L'autre point qui a été abordé, ça a été... alors, j'accueille avec plaisir les remarques que vous faites sur le dispositif, d'autant que moi, j'ai rejoint l'ANRT en novembre. Donc, Philippe Gauthier, que vous évoquez, qui est l'adjoint du service, il est là depuis pas mal d'années. Donc, c'est quelqu'un qui a une culture des chiffres extrêmement riche et très utile pour comprendre le fonctionnement des chiffres. Donc, comme je suis très jeune dans l'association, j'accueille avec plaisir pour l'ensemble du groupe les remarques que vous avez faites. Sur l'extension à 4 ans, pour les SHS, oui, on sait qu'une thèse en SHS, c'est plutôt 4 ans. À un moment donné, il faut donner des règles, parce qu'il faut qu'il y ait aussi une règle d'équité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui justifierait, hormis l'habitude, de dire pour une thèse SHS, on finance pendant 4 ans, et puis une thèse de sciences en chimie des matériaux ou en physique, on va financer que pendant 3 ans. Il y a un problème d'équité qu'on essaie de garder. Et encore une fois, c'est le ministère qui est aussi garant des conditions d'attribution de la subvention CIFRE. Alors, au dernier comité d'orientation, ça a été évoqué. Et quelqu'un a dit, mais on pourrait imaginer la même somme d'argent. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais on pourrait imaginer que la même somme d'argent soit répartie sur 4 ans. Donc, c'est-à-dire c'est un peu moins par an. Je ne suis pas sûr sur la nature même de la revendication. C'est pas forcément la requête, je sais bien. C'est pas forcément la requête, je suis d'accord. C'est pas la requête, je sais bien, mais en tout cas, ça fait partie des réflexions. Oui, on est attentif à ça. On sait qu'en SHS, c'est pas 3 ans. On le sait bien. Mais bon, après, encore une fois, c'est de l'argent public, donc on essaie de faire en sorte qu'il soit mieux utilisé. Après, oui, toutes les remarques sur on n'a pas de crédit d'impôt parce qu'on n'a pas d'impôt, mais est-ce qu'on peut trouver un moyen de pallier ces difficultés et trouver des solutions alternatives? Ce que je disais à Lionel tout à l'heure, oui, en tout cas, nous, on est volontaires pour travailler autour de ces réflexions-là. Oui. Et le dernier point, c'était sur l'accompagnement autour des nouveaux métiers. Alors effectivement, on n'a pas de représentant CIFRE dans l'équipe. La question, c'est quel serait son rôle? Qu'est-ce que vous entendez par représentant CIFRE? Dans les instances, il y a un conseil d'administration, un conseil scientifique, il me semble, non? Il me semble en tout cas avoir vu qu'il y avait beaucoup de structures qui accueillent des CIFRE qui sont représentées, mais pas de doctorants dans ce conseil. En complément.
Alors oui, ah oui, attendez, un d'accord, complément à la le comité question. d'orientation et de suivi. Je pense que c'est à Un ça dont complément vous à la faites question, allusion. c'est qu'il y a des Effectivement, dispositifs. Je complète parce qu'il peut y avoir deux options dans votre réponse. Il y a un autre dispositif qui pourrait être mis en place. Que je me souviens que moi, quand j'étais doctorant il y a quelques dizaines d'années, on avait créé un syndicat de doctorants très compliqué à monter dans le sens où quand on est dans les statuts précaires par construction, d'avoir à la fois le temps de travailler et de revendiquer des droits sur son statut, c'est quand même assez compliqué. Ça ne nous avait pas fait beaucoup d'amis dans le monde de nos laboratoires, mais enfin, c'était comme ça. Et ce qu'on avait réussi à imaginer, ça peut peut-être prolonger votre proposition, je pense que c'est très compliqué pour des gens en action dans un contrat par construction précaire de 3 ans, d'être à la fois des acteurs et des représentants d'une communauté qui sont eux-mêmes en train d'appréhender. Donc il y a un problème là-dessus. Par contre, un des dispositifs possibles, ça serait d'avoir un corpus d'alumni de CIFRE à la NRT, dans lequel on pioche et dans lequel il y a non pas un, mais 2 ou 3 anciens titulaires de bourse CIFRE qui ont cheminé, qui ont leur propre background, dans lequel on peut piocher pour qu'ils aient une voix au profit de leur congénères d'après. C'est peut-être un dispositif imaginable. Encore faut-il que le lien entre les anciens et les nouveaux soit structuré, soit visible, soit compris, mais ça peut être aussi peut-être une alternative imaginable. Alors il existe un annuaire des anciens doctorants qui sont passés par les CIFRE. Cet annuaire existe. Je crois qu'on a 4000 adhérents aujourd'hui, donc il faudrait le faire vivre, hein, je suis d'accord avec vous, mais toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Alors il existe une association des doctorants CIFRE SHS. Cette association existe, peut-être que vous en faites partie, mais elle existe. Et sachez que ce dont j'ai parlé avec les âmes, l'association des doctorants CIFRE SHS fait partie du COPIL de cette 1000 doctorants pour les SHS avec les âmes. Donc oui, ils sont présents. Peut-être pas assez, peut-être pas autant qu'on l'aimerait, mais oui, ça existe. Oui. Alain, est-ce que cet échange vous inspire quelques commentaires de conclusion ? Ça m'inspire que le dispositif CIFRE, en fait, il y a un décalage vraiment entre la réalité du dispositif et la perception qu'on peut en avoir. Et ça, c'est quelque chose que moi-même j'avais, c'est ce décalage entre un dispositif qui est perçu comme un dispositif pour les grandes entreprises, à destination du monde industriel, et en fait la réalité n'est pas du tout celle-là. Enfin, et en partie celle-là, mais pas du tout celle-là. Et un dispositif qui est finalement plus ouvert et ouvert à évoluer, quoi. Donc quelque chose dans lequel les acteurs de tiers états de la recherche ont intérêt à embarquer et à aller. Non, t'es pas d'accord ? Bon, alors on fait un codicile. On fait un codicile parce que je pense, comme on est ici dans un cénacle relativement fermé, on peut aussi se dire des choses. Je pense qu'il ne faut pas non plus sortir d'ici en ayant l'impression que le dispositif NRT en propre est stable, etc. Parce que ce que tu veux dire est en partie faux. C'est que la NRT a structurellement dans ses gènes, quand elle a été mise en place, elle était au profit des grandes entreprises et ceci se sent dans la gouvernance de la NRT. Il y a des séminaires annuels où la NRT réunit l'ensemble des acteurs du CAC 40 pour vérifier d'abord qu'il y a une partie de la cotisation qui arrive. De l'association, elle repose aussi sur une robustesse du lien entre les grandes entreprises et le financement de la NRT. Donc ça, c'est très important, sa structure. Je pense que dans la gouvernance de la NRT, en tant que telle, admettons que la NRT soit dans la longue durée le gestionnaire de ce dispositif-là, s'il y a un tiers état de la recherche, et nous on pense qu'il existe, parce qu'il est marginal et trop marginal par rapport à la réalité économique du pays, dans la gouvernance de la NRT, dans les séminaires annuels de la NRT, les acteurs que nous représentons doivent, à mon avis, être naturellement invités, faire partie de la vie de la NRT, et pas simplement comme des récipiendaires de fonds. Et là, effectivement, vous l'avez dit, ça marche mieux. Je pense que c'est aussi là-dedans qu'on peut améliorer, je pense, les choses. Attends, il y a un point que je veux préciser. Alors, je suis vraiment parti d'accord avec ce que vous dites. Le point qui est important, vous avez parlé de cotisants de la NRT. Alors, la NRT, c'est une association où, effectivement, il y a des cotisants. Et on a le CAC 40, mais on n'a pas que ça. Il y a aussi de petites structures qui cotisent. Et c'est vraiment important de le dire, il n'y a pas d'obligation d'être membre de la NRT pour être CIFRE. Et inversement, on a de très grands groupes qui prennent 40 à 50 CIFRE par an et qui ne sont pas membres de la NRT. Et ils font partie du CAC 40. On a tout le CAC 40, effectivement, en termes de bénéficiaires du CIFRE, mais on n'a que 25 grands groupes sur le CAC 40, il n'y en a que 25 qui sont membres de la NRT. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on n'a pas, il ne faut pas qu'on garde à l'esprit, et c'est vraiment pour ça que je veux vraiment le dire, on n'est pas
pour bénéficier d'un CIF, il ne faut pas être membre de la NRT. C'est ça que je veux dire. Et inversement. Bon, oui, enfin, je connais très bien la NRT. Et le dispositif CIFRE est un dispositif d'État dont la gestion est confiée à la NRT. Et ce n'est pas le conseil d'administration de la NRT qui donne les règles des conventions CIFRE. Non, je crois qu'il faut le dire. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, je pense que, en conclusion, hein, j'en reste sur l'état d'esprit hein, que vous donniez et dont a témoigné vraiment Monsieur Giat, que je crois que nous pouvons vraiment remercier. Je voudrais faire mention, à la suite des derniers échanges, qu'on sent qu'il y a place et probablement nécessité, s'agissant de petites structures du tiers-état de la recherche, pour ce qu'on peut appeler de l'accompagnement du conseil dans le cadre hein, de l'aventure hein, que peut représenter pour de telles structures une convention CIFRE. Hein, et en cohérence avec cette partie du tiers-état de la recherche qui nous concerne, qui porte hein, l'innovation sociale, pour le dire vite, c'est particulièrement pertinent que des coopératives hein, qui se développent en ce moment autour de ces questions aient une fonction non seulement de communication, hein, puisque ça a été même proposé, mais au-delà de ça, de conseil et de facilitation dans leur mission propre en tant que coopérative. Et je crois que là, il y a des perspectives qui sont déjà émergentes, mais ça fait partie de cette montée en volume. On a parlé du lien entre CIFRE et CIR, hein, ça c'est un, et de l'extension du périmètre d'éligibilité CIFRE à des structures principalement orientées RD. Hein. Et donc ça fait partie de l'agenda pour lequel on va hein, certainement rester en contact et qui sont une belle perspective hein, au service du tiers-état de la recherche et des relations sciences-société au sens élargi et politique au sens large, qui est celui qui nous anime. Merci beaucoup à M. Giat, à M. Thor et aux intervenants.